Aujourd'hui, nous allons traiter le dernier chapitre. Nous allons traiter le dernier chapitre du programme de la première année, Parcours international. Il s'agit donc des ressources hydriques. Donc, c'est le cycle collégial, niveau première année, Parcours international. Les ressources hydriques. Dans ce chapitre, on va étudier les réserves d'eau dans la terre, le cycle de l'eau, les bassins hydrographiques et les dangers qui menacent les ressources hydriques et enfin la gestion des ressources hydriques. Le premier titre, c'est les réserves d'eau dans la terre. Alors, nous savons qu'il y a des différentes formes d'eau dans la nature. Et bien sûr, on va étudier aussi dans ce premier chapitre les états de l'eau dans la nature, la répartition des réserves de l'eau dans la terre et ensuite les nappes phréatiques. Voilà, alors nous observons ici notre planète Terre. Elle s'appelle aussi la planète bleue, parce que sa surface est recouverte de presque 70% des mers. Alors c'est pourquoi on l'appelle la planète bleue. Elle est reconnue donc sous le nom de la planète bleue. Pourquoi ? Parce que 70% de sa surface est recouverte d'eau. Mais en réalité, l'eau ne représente que 0,026% de la masse entière de la Terre. Les états de l'eau dans la nature. L'eau se trouve dans la nature sous 3 états. L'état liquide, comme vous voyez ici, on le trouve dans les océans, les mers, les lacs, les étangs, les rivières et les nappes souterraines. Puis l'eau à l'état solide. Ça se trouve dans les glaciers, les neiges et les grêles. Et ensuite, l'eau à l'état gazeuse. Et c'est bien sûr la vapeur d'eau, le brouillard de la vapeur d'eau. Donc, je récapitule, on a 3 états de l'eau. Ce sont l'eau à l'état liquide, l'eau à l'état solide et l'eau à l'état gazeuse. La répartition des eaux sur la Terre. Alors, on va voir ici, dans ce tableau, les états et les pourcentages de l'eau sur la Terre. Alors, les océans et les mers, elles représentent 97% des eaux. Les glaciers représentent 2,1%. L'eau souterraine, elle représente 0,6%. Les lacs et les rivières, elles représentent 0,01%. Et l'eau de l'atmosphère, qui est bien sûr la vapeur, elle représente 0,001%. On voit ici un schéma qui représente ces pourcentages. Donc nous avons ici l'eau salée. C'est bien sûr l'eau des océans et des mers. Elle représente, comme j'ai dit, 97,2% des ressources hydriques. L'eau douce, c'est l'eau
des glaciers et des calottes glaciaires au pôle. Elle représente 2,1%. Les eaux souterraines, ça veut dire les eaux des nappes phréatiques, elles représentent 0,6%. Les lacs et les rivières et aussi les fleuves, elles représentent 0,01%. Et ensuite, la vapeur de l'atmosphère, elle représente 0,001%. Alors, passons maintenant aux nappes phréatiques. Les nappes phréatiques sont des réservoirs d'eau souterraine stockés dans des roches poreuses et perméables qui composent les zones aquifères. Alors, ces nappes phréatiques, ce sont donc des réservoirs qui se trouvent à la profondeur dans des roches poreuses, et ces roches poreuses constituent les zones aquifères. Aquifère, ça veut dire qu'il contient de l'eau. D'où vient l'eau des nappes phréatiques? Alors, on voit ici bien sûr extraction ou bien le pompage des eaux des nappes phréatiques. La même chose ici, avec un moteur bien sûr qui pompe de l'eau des nappes phréatiques. Et aussi, nous avons un puits. On voit bien sûr en profondeur qu'il y a de l'eau, donc c'est de l'eau souterraine. On est arrivé ici dans ce puits à une nappe phréatique. Alors, la question que je posais, c'est d'où vient l'eau des nappes phréatiques? On voit ici de la pluie qui tombe. L'eau des pluies s'infiltre. Il passe par des zones qui s'appellent des zones non saturées. Ces zones sont constituées des roches poreuses, par exemple le sable ou bien le grès. Donc, il y a des pores dans ces roches où s'infiltre l'eau pour arriver à la profondeur pour former des nappes phréatiques. Donc, nous avons ici une zone non saturée, ça veut dire qu'elle ne contient pas d'eau. Et ici, on a une zone d'eau qui est saturée, elle contient bien sûr de l'eau. Ça veut dire que les roches aquifères contiennent de l'eau. Donc, l'eau souterraine emmagasinée dans les fissures et des pores. On parle ici bien sûr de calcaire karstique. Il contient des fissures et bien sûr c'est par ces fissures que s'infiltre l'eau pour arriver aux zones profondes pour former les nappes phréatiques. Alors, l'eau des nappes provient donc des précipitations qui tombent dans les bassins hydrographiques. Une partie de ces eaux de pluie s'infiltre à l'intérieur du sol à travers les pores et les fissures des roches. Il s'écoule en profondeur par effet de gravité. Dans la zone non saturée, bien sûr, l'écoulement d'eau est arrêté par une couche imperméable, ça veut dire qu'il est formé de l'argile, formant un plancher et l'eau s'accumule pour former une nappe phréatique dans la zone saturée. Alors, dans ce dessin qui illustre le phénomène, nous avons dit que la pluie tombe, l'eau s'infiltre, elle passe par des roches qui sont poreuses et elle est arrêtée bien sûr par des couches imperméables qui sont formées de l'argile et l'eau s'accumule pour former l'eau des nappes phréatiques. Il y a deux types de nappes, les nappes libres et les nappes captives. Alors, quelle différence y a-t-il entre une nappe libre et une nappe active? Alors, on voit ici, bien sûr, un schéma qui nous explique la différence entre une nappe libre et une nappe active. La zone non saturée, elle est formée bien sûr des roches poreuses où l'eau peut s'infiltrer.
Ici, nous avons un substratum qui est imperméable. Ça veut dire une couche non imperméable qui arrête l'eau. Puisqu'elle est imperméable, donc elle ne laisse pas l'eau s'infiltrer à la profondeur. Elle arrête donc l'eau et se forme une nappe libre. En bas ici, on observe une nappe captive. Qu'est-ce qu'une nappe captive? Son plancher est formé d'une zone imperméable, ça veut dire d'une couche imperméable, qui est l'argile ou les marnes. Et son toit est formé aussi d'une couche imperméable qui ne laisse pas passer l'eau. Donc l'eau de la nappe captive est prise entre deux couches imperméables. Donc il est emprisonné entre ces deux couches. Donc c'est pourquoi on l'appelle une nappe captive. Par contre, la nappe libre, bien sûr, sur son toit, on trouve une couche qui est imperméable. Alors, nous avons vu donc la différence entre une nappe une nappe captive et une nappe libre. Un autre schéma qui illustre les nappes captives, et une nappe libre. Or, ici, une nappe libre. Ici, c'est une nappe captive. Lorsqu'on creuse des puits, dans la nappe libre, le niveau d'eau peut changer. Il peut progresser comme il peut régresser. Par contre, dans la nappe captive, le niveau d'eau reste toujours constant. Voilà, alors c'est la différence entre une nappe libre et une nappe captive. La nappe libre, donc, se repose sur un plancher perméable. Imperméable. Ça veut dire une couche argileuse ou une couche de marne. Et dans son toit, il y a une structure poreuse où l'eau est infiltrée pour former la nappe. Le niveau d'eau ou la surface piézométrique augmente ou diminue dans la zone saturée. Donc, dans la zone saturée, les structures aquifères emmagasinent d'eau, et ceci selon la pluviométrie, c'est donc une nappe libre. Alors, pourquoi on dit qu'elle est libre? Parce que le niveau de l'eau, qui s'appelle le niveau de la surface piézométrique, augmente comme elle diminue. Donc, par contre, la nappe captive est bloquée par un plancher et un toit tous imperméables. L'eau est captée ou emprisonnée entre deux couches imperméables. Pourquoi dans certains puits, le niveau d'eau est profond et dans d'autres puits, l'eau jaillit avec force? Alors, pour expliquer ce phénomène, on va commencer d'abord par quelques observations. Alors, nous observons ici un puits où l'eau jaillit. Il jaillit avec force, comme le puits de Rinla dans la région d'Arachidia, d'Arfoud, on l'observe ici. Et aussi, on voit également de l'eau qui jaillit avec force. Donc, la question que je posais, c'est pourquoi dans chaque puits, il y a de l'eau qui jaillit avec force, et on les appelle les puits artésiens, et dans l'autre puits, l'eau, ou bien le niveau d'eau, reste en profondeur, et il change avec la quantité d'eau dans la nappe libre. Alors, pour expliquer ceci, on va voir bien sûr le schéma suivant. Donc, nous avons ici une nappe libre. Pourquoi on l'appelle une nappe libre? Parce que son plancher est imperméable et son toit est formé
des roches poreuses et perméables. Lorsqu'on creuse un puits, on arrive à l'eau. Donc, le niveau de puits, c'est le niveau piézométrique. Et la surface de l'eau sur la nappe, ça s'appelle la surface piézométrique. Donc, nous avons ici la surface piézométrique et le niveau d'eau, ils sont confondus. Ça veut dire qu'ils se trouvent dans le même niveau. Pour la nappe captive, on voit ici qu'il se trouve entre un plancher imperméable et un toit imperméable. Ici, nous avons bien sûr la surface piézométrique. Donc ici, on a un plancher imperméable et un toit imperméable. Lorsqu'on creuse un puits dans une nappe captive, on voit ici que le niveau piézométrique, ça veut dire le niveau de l'eau du puits, est à une altitude plus grande que l'altitude de la surface de la nappe captive. Comment expliquer ce phénomène? Alors, nous avons ici bien sûr une nappe captive, la surface de la nappe captive, la couche imperméable qui forme le plancher et la couche imperméable qui forme le toit. Ici, c'est la surface piézométrique. Pourquoi? Parce que dans ce côté, bien sûr, on a une nappe libre. Le niveau d'eau peut augmenter comme il peut régresser. Donc, nous voyons ici que la surface piézométrique a une altitude plus grande que l'altitude de la surface d'eau de la nappe captive. Donc, la surface piézométrique de la nappe libre a une altitude supérieure à l'altitude de la nappe captive. Que se passe-t-il donc? Lorsqu'on creuse un puits, l'eau de la nappe captive cherche à arriver au niveau de la surface piézométrique. Alors c'est pourquoi l'eau jaillit avec force. Donc l'altitude de la surface piézométrique est supérieure à celle de la surface du sol. Lorsqu'on creuse un puits, l'eau de la nappe cherche à atteindre le niveau piézométrique. Elle monte au-delà du sol et jaillit plus haut. Donc nous avons ici la surface du sol. Et bien sûr, la surface piézométrique a une altitude plus grande que la surface piézométrique. On voit ici la nappe libre, donc elle a une surface piézométrique. Ici, nous avons bien sûr la surface de l'eau de la nappe captive. Donc, puisque la surface piézométrique a une altitude plus haute que l'altitude de la surface de la Terre, donc l'eau, elle va jaillir pour atteindre la surface piézométrique. Alors c'est pourquoi on a des puits qu'on appelle des puits artésiens. Voilà. Alors, ici, la nappe captive, la surface piézométrique, ça veut dire la surface de l'eau dans la nappe libre. Si nous avons la nappe captive, bien sûr c'est une nappe artésienne. Pourquoi? Parce que la surface piézométrique de l'eau de la nappe libre est plus haut que le niveau de l'eau de la nappe captive. Voilà. Alors passons maintenant au deuxième chapitre. C'est le cycle de l'eau. Les changements de l'état de l'eau. Alors, nous savons bien que l'eau liquide, lorsqu'on le chauffe dans la cuisine, elle se transforme en vapeur. Donc, elle nous donne bien sûr
de la vapeur. Ça veut dire l'eau à l'état gazeux. Et lorsque la vapeur est refroidie, elle va se condenser et elle nous donne l'eau à l'état liquide. L'eau à l'état liquide, lorsqu'elle est refroidie, elle nous donne de la glace. Ça veut dire qu'elle nous donne de l'eau à l'état solide. Et lorsque la glace est chauffée, elle va donner de l'eau liquide. Donc, ce sont les observations qu'on observe dans nos cuisines et dans nos expériences au laboratoire. Lorsqu'on chauffe l'eau, elle change d'état. Elle se transforme de l'état liquide à l'état gazeuse. Lorsque la vapeur d'eau est refroidie, elle se condense et elle nous donne de l'eau à l'état liquide. Et lorsqu'on met de l'eau dans le réfrigérateur, elle nous donne bien sûr de la glace. Donc, il y a transformation de l'eau liquide en eau à l'état solide. La glace fond. Elle nous donne bien sûr de l'eau liquide. Donc, ce sont les changements des états de l'eau. Alors, nous avons vu précédemment que l'eau se trouve dans la nature en trois états. L'état liquide, l'état solide et l'état gazeux. On parle de changement d'état de l'eau. Lorsque l'eau passe d'un état physique à l'autre, et chaque changement, bien sûr, a un nom. Voilà. Alors, nous avons ici de l'eau à l'état liquide et ici de l'eau à l'état solide. Alors, l'eau à l'état liquide, lorsqu'elle se transforme et elle change de l'état liquide à l'état solide, ça s'appelle la solidification. Et lorsque l'eau à l'état solide, ça veut dire la glace, subit une fusion, elle se transforme en eau à l'état liquide. La transformation de l'eau à l'état liquide en état gazeux, ça s'appelle la vaporisation. Et lorsque la vapeur se transforme en état liquide, ça veut dire en eau liquide, c'est la liquéfaction. Et il se peut aussi que l'eau à l'état gazeuse se transforme en eau à l'état solide. C'est la condensation et la transformation de l'eau de l'état solide à l'état gazeux, ça s'appelle la sublimation. Donc, ce sont les changements de l'état physique de l'eau. Alors, passons maintenant au cycle de l'eau. Donc, on voit ici bien sûr l'eau de mer et l'eau des océans, l'eau des fleuves, etc. Sous l'action du soleil, sous l'effet de la chaleur du soleil, l'eau s'évapore. Elle nous donne de la vapeur d'eau. Et aussi, les plantes et les animaux transpirent. Qu'est-ce que ça veut dire transpire? Ça veut dire qu'elles perdent une quantité de leur eau sous forme de vapeur. Alors, la vapeur monte et s'élève dans l'atmosphère pour former les nuages. Donc, elle va se condenser, donc ça s'appelle la condensation. Alors, nous appliquons ce que nous avons vu dans les changements des états physiques de l'eau. Alors, ces nuages sont constitués par la condensation de la vapeur. Ces nuages, bien sûr, ils sont entraînés par les courants d'air vers le haut, et les petites gouttelettes d'eau qui forment les nuages vont s'accumuler et elles vont constituer de la pluie. Donc, ceci s'appelle la précipitation. Donc, elles précipitent, donc ça nous donne des précipitations. Et ces précipitations, bien sûr, sont de la pluie, ou bien de la neige, ou bien aussi de
la grêle. Et ensuite, l'eau revient à la mer. Donc, qu'est-ce que nous avons décrit ici? Nous avons décrit un cycle, le cycle de l'eau. D'accord? Donc, le cycle n'a pas de début, bien sûr, parce que ce sont des étapes qui se suivent. Donc, on a ici l'évaporation, pardon, la condensation pour former des nuages. Les petites gouttelettes s'accumulent et se rassemblent pour former des grandes gouttelettes qui tombent sous forme de neige ou de grêle ou aussi de pluie, et ainsi l'eau revient à la mer. Voilà. Alors nous avons ici un document qui nous explique encore les étapes du cycle d'eau dans la nature. La transpiration des plantes et des animaux, plus la vapeur qui provient de l'évaporation. La vapeur remonte dans l'espace, elle se refroidit et elle va se condenser bien sûr, et la pluie tombe ou bien de la neige, et comme ça l'eau revient à la mer et le cycle se termine pour commencer. Voilà. Alors, l'eau des océans, des mers, des lacs, des fleuves s'évapore sous l'effet du soleil. En plus, les plantes et les animaux transpirent en perdant une quantité d'eau sous forme de vapeur. La vapeur s'élève dans l'atmosphère, elle se refroidit et se condense. Et elle se transforme en gouttelettes très fines qui forment les nuages. Les courants d'air entraînent les nuages dans l'atmosphère. Les gouttelettes des nuages s'accumulent, ça veut dire ça moncelle, et forment des gouttes de plus grandes qui par gravité tombent sous forme de pluie et de neige ou de grêle. Ce sont les précipitations. Une grande quantité d'eau de précipitation, ça veut dire les pluies ou neige fondues, s'infiltre dans le sol pour alimenter les nappes souterraines. L'autre quantité d'eau ruisselle sur les pentes et forme des lacs et des rivières. L'eau des rivières et des sources issues des nappes se jette sur les mers et les océans. Ainsi, l'eau retourne à l'océan où le cycle se termine pour commencer. Alors, je crois très bien que vous avez bien compris ces étapes du cycle de l'eau. Alors, un autre document, bien sûr, on voit ici l'évaporation de l'eau superficielle. Elle forme des nuages par condensation. Les nuages sont entraînés par le courant d'air, par le vent, jusqu'aux montagnes. Les gouttelettes qui forment des nuages vont s'accumuler et elles vont tomber sous forme de neige, de grêle ou de pluie. L'eau qui ruisselle dans les pentes va former des lacs et une partie de cette eau va s'infiltrer à l'intérieur pour former des nappes souterraines, soit des nappes captives ou des nappes libres. L'eau liquide des océans est chauffée par le soleil, elle se vaporise. Elle subit une vaporisation. Dans l'air, elle subit une vaporisation dans l'air et se liquéfie en prenant de l'altitude, car la température diminue, elle subit une liquéfaction. L'eau se condense et va former des nuages. L'eau des nuages tombe, ça veut dire la précipitation,
et se solidifie, ça veut dire subit une solidification en altitude pour tomber sous forme de neige ou sous forme de la glace sur les montagnes. La glace, peu à peu, va fondre, ça veut dire la fusion, et s'écoule dans la terre ou dans les rivières ou les fleuves. L'eau liquide retourne ensuite à la mer et le cycle reprend. Voilà, alors ce sont les étapes de cycle de l'eau. Merci de votre attention. À la prochaine séance.